Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Avoir un rapport sexuel non protégé peut nous exposer à des infections sexuellement transmissibles, les IST, parmi lesquelles la chlamydia. Cette maladie a de graves répercussions sur la santé sexuelle et reproductive. L'heure est donc au changement de comportement. Se faire dépister à temps, là est tout l'enjeu, surtout que la chlamydia évolue de façon silencieuse. Alors, pour en parler ce soir, nous recevons le docteur Serge Thiamgoué. Il est infectiologue de la polyclinique Le Bordeaux à Douala. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame Yambou. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir ce soir pour parler de ce problème très souvent à l'origine d'infertilité dans le couple. Absolument. La chlamydia est un problème de santé publique et qui pose de gros soucis dans la fertilité du couple. Et il est important effectivement d'avoir des messages clairs. D'accord, on en parle ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est Actu Santé sur Equinox Télévision. Docteur Serge Thiamgoué de retour sur ce plateau d'Actu Santé. Le sujet qui nous retient essentiellement ce soir, c'est la chlamydia. Qu'est-ce que c'est exactement? La chlamydia, c'est un microbe, une bactérie, une toute petite bactérie qui infecte donc essentiellement les voies génitales de l'homme comme de la femme. C'est un microbe qui est très répandu dans notre espace et qui va avoir comme spécificité une affinité pour la muqueuse génitale et la muqueuse oculaire. Alors d'où proviennent ces microbes exactement? Ces microbes sont ancestraux, comme d'autres microbes avec lesquels nous coexistons depuis des millions et des milliards d'années, et ont la particularité pour certains des microbes d'être des microbes qui sont saprophytes, c'est-à-dire qui vont toucher le corps humain mais sans être à l'origine d'une maladie. Et on a d'autres microbes qui sont dans la catégorie des microbes pathogènes et qui vont donc engendrer une maladie. Et notamment le chlamydia en est un. Alors, et comment se transmet donc la chlamydia? Alors, chlamydia, il faut distinguer quand même plusieurs types de chlamydia. Oui. En fait, dans chlamydia, vous aurez des chlamydia trachomatis, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. On a aussi d'autres chlamydia, notamment chlamydia pneumoniae, qui va toucher les poumons, et puis chlamydia psychiatrique qui va toucher les animaux. On ne parle pas des autres. Dans le centre, en centrant cette émission, on se concentre sur chlamydia trachomatis, et ce chlamydia trachomatis va être en réalité composé de 18 sous-types distincts. Et chaque groupe de sous-types parmi les 18 n'auront pas la même expression clinique. On aura certains sous-types qui vont avoir une atteinte préférentiellement oculaire. On aura d'autres sous-types, notamment les sous-types L, qui vont donc concerner l'atteinte des ganglions au niveau inguinal, toucher également donc la lymphe et entraîner parfois donc des tuméfactions au niveau des bourses et des membres inférieurs, ce qu'on appelle la lymphogranulomatose vénérienne. Mais surtout les sous-types de DA4 qui sont des sous-types qui nous intéressent parce qu'elles vont avoir une spécificité, une attraction, une facilité à coloniser la muqueuse génitale de la femme puis de l'homme lors du contact sexuel. Et la seule modalité de transmission du chlamydia est celle du contact direct, muqueuse à muqueuse, ou de la main à la muqueuse. Et donc, il est très important de pouvoir bien distinguer ces chlamydia-là et de pouvoir également, au niveau donc, du diagnostic moléculaire, on y reviendra plus tard, bien distinguer à quel chlamydia on a affaire et quelle est sa sensibilité aux antibiotiques. Je voudrais qu'on insiste davantage, docteur, sur ces différents modes de transmission du chlamydia durant l'activité sexuelle. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, très clairement, une fois que le chlamydia, la bactérie, est posée sur la muqueuse de la femme, on va commencer par la femme, la muqueuse génitale, le vagin, le chlamydia va donc faire un mouvement d'ascension, comme si vous montiez les étages dans un immeuble, en utilisant la machine cellulaire du patient. En fait, le chlamydia entre dans la cellule muqueuse.
Il n'est pas tout seul capable de se multiplier. Il a besoin d'utiliser les cellules de la paroi de la muqueuse génitale de la femme. Il se multiplie et ensuite il va coloniser le col utérin. D'accord? Et donc on va entraîner dans ce qu'on appelle des cervicites. Et ensuite, il va aller plus loin, comme s'il montait d'étage en étage, pour coloniser donc l'utérus et ensuite aller à l'intérieur donc des trompes et créer ce qu'on appelle les salpingites. Et donc chez la femme, on va avoir successivement donc une atteinte donc de cervicale, donc des cervicites. Ensuite, l'atteinte des salpingites, donc ça va entraîner donc une inflammation chronique de ces muqueuses-là, et l'inflammation chronique des trompes, qui est la salpingite, va être à l'origine des grossesses extra-utérines et surtout des stérilités. D'accord, on reviendra certainement sur les complications. J'aimerais savoir comment le rapport sexuel par voie orale est-il à risque de faire un chlamydia? Le rapport sexuel par voie orale est un risque d'infection par chlamydia parce qu'on va pouvoir transporter le chlamydia d'un point A à un point B. Et le chlamydia deviendra pathogène lorsqu'il va se trouver au contact de la muqueuse génitale et également de la muqueuse de l'œil. Voilà. Au niveau sexuel, c'est essentiellement ça. N'oublions pas l'homme, avec l'atteinte également de l'urètre, également des libidimes et de la prostate. Et la mère, après avoir contracté la chlamydia, lors du rapport sexuel, peut-elle transmettre la maladie à son enfant? Absolument. Avant de parler de la transmission sur l'enfant, retenons une chose qui est très importante, c'est que chlamydia va être asymptomatique dans 90% des cas chez la femme. Elle n'aura aucun symptôme, mais la bactérie sera présente. D'où l'intérêt du dépistage systématique, notamment avant la grossesse, lorsqu'on change de partenaire sexuel, avant de se marier. Lors de tout changement de l'activité génitale, il est très important de pouvoir avoir ce dépistage. Ça, c'est asymptomatique. Chez l'homme, ça va être asymptomatique dans 50% des cas. Donc, n'attendez pas à avoir des symptômes. Chez l'homme, un écoulement urétral, liquide propre, qui tache le sous-vêtement, chez la femme, éventuellement quelques pertes d'aspect différents. Mais n'attendez pas ça pour vous tester vis-à-vis du chlamydia. Chlamydia, c'est plus de 2% des personnes âgées de moins de 30 ans qui l'ont dans les voies génitales. Chlamydia est là de façon chronique et se transmet d'une personne à l'autre, et surtout on se réinfecte avec le chlamydia. Donc il y a des réinfections. Et donc lorsque vous contactez le chlamydia, il peut mettre dans la forme symptomatique, avant que vous ayez même les premiers symptômes, il peut s'écouler jusqu'à 60 jours. Certains ont eu un rapport, puis un autre rapport, et ils ne savent même plus avec qui ils ont chopé le chlamydia. Et donc, j'insiste beaucoup dessus parce qu'on attend les symptômes, et les symptômes peuvent ne pas arriver. Le deuxième élément aussi qui est très important, c'est qu'on pense chlamydia, mais on ne pense pas à son cousin avec qui il a l'habitude de se déplacer, c'est le gonocoque. Et parfois, donc, on a l'un des deux présent et ça donne les mêmes symptômes. Et chez la femme, comment ça se transmet de la mère à l'enfant? Alors, la transmission de la mère-enfant est extrêmement importante. C'est lors de l'accouchement, lorsque le bébé est en train de traverser la filière génitale et notamment en train de traverser le col utérin, que l'enfant va être contaminé par le chlamydia et avec une atteinte qui va surtout toucher les yeux. Et ce n'est que 15 jours après la naissance qu'on va avoir l'impression que les yeux de l'enfant sont rouges, qu'il y a une inflammation au niveau de l'œil. Parfois, l'enfant peut tousser, peut avoir des manifestations pulmonaires. Les pédiatres sont assez entraînés là-dessus, mais il faut que les parents aussi sachent que, effectivement, un chlamydia non dépisté chez la femme enceinte peut entraîner des soucis à l'enfant à la naissance. Mais également, pardon, sans vous couper, dans des cas beaucoup plus rares, chlamydia peut donner des avortements prématurés, peut avoir des ruptures prématurées des membranes, peut avoir des soucis pendant la grossesse. Donc il est très important, j'insiste beaucoup dessus, que la femme en âge de procréer, qu'elle soit enceinte ou pas, puisse avoir un dépistage vis-à-vis du chlamydia. Alors l'OMS estime qu'on a environ 1 million de cas de chlamydia chaque jour dans le monde. Au Cameroun, quelle est la réalité? Est-ce que le public n'est pas assez sensible au message que vous communiquez au quotidien, les médecins? Le public est assez, me semble-t-il, informé, mais le public, et je m'adresse aux téléspectateurs, ne suit pas
nos conseils et nos recommandations. Et le public a l'habitude tant que une maladie n'entraîne pas des symptômes bruyants, grosse gêne, grosse douleur, ils ne vont pas aller à l'hôpital. Et le public va aussi en général faire quelque chose qui n'est pas bien, c'est d'aller consulter au quat, je le dis directement, ou le docteur dans le coin. Et il ne faut pas faire ça. Et c'est une source de surexposition aux antibiotiques inappropriés, c'est une source de surconsommation des antibiotiques et de sélection des résistances bactériennes. Et il n'y a pas que le chlamydia qui devient résistant. Il y a aussi d'autres bactéries qui deviennent résistantes. Et donc, clairement, il est très important que le public suive le conseil pratique de consulter un médecin dans les formations publiques, dans les formations sanitaires publiques et privées agréées par l'État. Il faut que nous puissions aussi vraiment savoir à qui on s'adresse et avoir un suivi de qualité pour qu'il n'y ait pas un mélange vraiment complètement anarchique et aléatoire de la prise en charge des pathologies comme celle-là qui ont une importance et un impact très important, que ce soit au niveau de la fertilité ou de la santé reproductive. Alors, sur les signes de la chlamydia, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, que cette maladie évolue de façon silencieuse. Est-ce que les démangeaisons vaginales chez la femme peuvent cacher une infection à chlamydia? Pourquoi pas, peut-être pas spécifiquement, en tout cas, tout symptôme de la sphère génitale qui n'est pas habituel doit entraîner le réflexe de chercher les microbes qui sont habituellement associés. Et notamment quand on est une personne qui a des facteurs de risque d'infection à chlamydia, à savoir homme-femme jeune, à savoir avoir eu 2 partenaires sexuels au courant des 12 mois qui sont écoulés, à savoir avoir eu un contact sexuel sans protection par un préservatif, à savoir le fait également d'être sous contraceptif hormonal, sont des facteurs de surrisque d'infection à chlamydia et chlamydia qui sont invasifs. Et donc il est important effectivement de dépister. D'accord. Et sur les manifestations, tout à l'heure, on a évoqué chez la femme comment la chlamydia évolue. Et chez l'homme, comment ça se passe exactement lorsqu'il est infecté par la chlamydia? Alors souvent, je vous ai dit que d'une fois sur 2, l'homme ne se rend compte de rien. Il n'y a même pas de brûlure, il n'y a pas d'atteinte de la verge, rien du tout. Mais dans 50% des cas, il aura essentiellement et très souvent ce qu'on appelle une urétrite. C'est-à-dire un écoulement de la verge qui peut être spontané ou provoqué quand on appuie dessus, avec donc du liquide qui va du liquide en général séreux, propre, blanc, qui parfois même n'inquiète personne. Et on se dit, bon, ça a un peu coulé. Et en réalité, cet écoulement... À quel moment faut-il donc s'inquiéter? Alors, dès que ça coule, il faut consulter. Très clair là-dessus. Il ne faut pas attendre longtemps, parce qu'entre-temps, la bactérie va se multiplier, la quantité de bactéries va être importante dans les voies donc génitales, et chlamydia, lui, comme je vous ai dit chez la femme, et comme chez l'homme, il aime toujours grimper. Et il va grimper pour remonter donc l'arbre urinaire, aller coloniser donc l'épididyme et les voies urinaires de l'homme jusqu'à la prostate, et entraîner dans un certain nombre de cas, dans 5 à 10% des cas, des atteintes d'inflammatoires de ça. Et quand on est déjà à ce stade-là, le traitement est plus difficile, il est plus long, il est plus difficile d'éradiquer tous les microbes présents à ce moment-là. Oui. Alors, et pourquoi les femmes sont plus vulnérables à la chlamydia? Est-ce à cause de la morphologie, de leur morphologie? Pas spécifiquement. Moi, je pense qu'il y a le fait surtout que, comme chez les femmes, c'est moins symptomatique, on ne s'en rend pas compte. Souvent, c'est les gynécologues qui, lors d'un examen systématique, regardent le col est friable, il est inflammatoire, et qu'on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose, il fait un prélèvement. Parfois, ça va être lors d'un bilan premier bilan dans le cas du suivi de grossesse, ça peut être, c'est souvent très très anecdotique. Mais dès que votre partenaire sexuel ne vous paraît pas plus fiable, pour être très concret, il faut se faire dépister, parce que à son insu, il ou elle peut être infecté, et c'est grâce à vous que vous soignez le couple, parce que c'est une problématique du couple. Un couple qui est pas monovalent, malheureusement souvent chez nous, parce que clairement, quand
un couple qui est mutuellement fidèle et séronégatif n'aura pas de problème d'infection sexuellement transmissible. Mais souvent, ce qui arrive chez nous, et vous le savez très bien, c'est que le couple est en fait très composite. Et donc, il est très important, lorsqu'il y a un signal, que tous les partenaires récents soient testés. D'accord. Merci les manifestations de la chlamydia que vous avez évoquées. Certains signes peuvent se confondre à d'autres infections sexuellement transmissibles ou alors vaginales. Quelle est la différence? Chlamydia va s'exprimer comme le gonocoque, hein, mais parfois, le gonocoque, vous aurez un écoulement qui va être plutôt laiteux, qui va être plutôt distinct, d'accord? Chlamydia va se comporter effectivement peut se comporter également comme le HIV, par son caractère asymptomatique. Chlamydia va parfois, quand il entraîne donc une inflammation des muqueuses, peut faire penser à d'autres infections, comme la syphilis ou autre. Donc, vraiment, en infection sexuellement transmissible, il n'y a pas de signe spécifique à une bactérie donne que ces symptômes. C'est souvent des choses croisées. Et comme souvent, ces bactéries sont ensemble, ou même certaines personnes s'infectent et puis 2 mois après s'infectent par une autre, etc. C'est une espèce de soupe qui a comme support le fait d'entraîner l'inflammation des muqueuses. D'accord. Et quel est l'examen doit indiquer à ce moment lorsqu'on a affaire à un cas de chlamydia? Alors, ça aussi, il y a une information qui est très importante. C'est que jusqu'à maintenant, pendant de nombreuses années, nous avons utilisé le test sérologique qu'on appelle le test ELISA ou immunoenzymatique, qui va donc déterminer si vous avez des anticorps anti-chlamydia qui sont positifs dans le sang. Ça, oubliez-le en pratique clinique. Au niveau des standards internationaux depuis quelques années, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on doit utiliser des tests dits d'amplification génétique. C'est-à-dire qu'on doit faire des tests qui vont déterminer le code génétique du chlamydia et même le sérotypé. D'accord? Donc, on n'utilise plus les tests sérologiques qui, en fait, parfois sont faussement positifs, informant sur la donnée selon laquelle cette personne a été un jour au contact avec le chlamydia, et vous lui remettez les anticorps qui sont positifs, et il ou elle pense que c'est actuel. Le partenaire veut divorcer parce qu'il pense qu'on l'a trompé, alors qu'en réalité, c'est une histoire ancienne. Et deuxièmement, de l'autre côté, ces sérologies ELISA peuvent être faussement négatifs. Lorsque le patient a une immunodépression ou a des cofacteurs qui vont faire en sorte qu'il ne va pas sécréter suffisamment d'anticorps anti-chlamydia pour avoir des résultats. Et donc finalement, on va être faussement rassuré alors que le chlamydia est présent. Et donc il est très important d'abandonner, mes collègues biologistes ne démentiront pas, d'abandonner donc les sérologies chlamydia pour faire ce qu'on appelle la PCR chlamydia, polymérase chain reaction, donc qui est la détermination du code génétique. C'est le standard international qui l'impose, et cet examen est dorénavant disponible au Cameroun. Donc, accessible au grand public? Pas encore très démocratisé, on peut vous indiquer où aller, mais en tout cas, c'est en train d'arriver, et c'est la norme. Voilà. On doit affirmer que vous avez le chlamydia ou pas, maintenant. Pas d'il y a 3 mois. Et comment s'effectue donc la prise en charge du chlamydia? Alors, pour la prise en charge du chlamydia, il y a plusieurs choses. Vous aurez la prise en compte du patient et de son ou ses partenaires. La prise en charge ne se fait pas isolément. Or, la plupart des Camerounais viennent individuellement nous voir pour leurs problèmes, qui, même si on trouve des solutions, la semaine suivante, le problème retourne à zéro parce qu'on n'a pas pris en compte la problématique des personnes avec qui le patient ou la patiente a été en contact avec le chlamydia. Totalement, pour éviter le problème d'infidélité. Exactement, et donc ça c'est très important, et donc nous allons donc au dépistage, donc dépister la personne qu'on consulte et dépister le partenaire. Et les traiter tous les deux en même temps. J'ai bien dit en même temps, pas en décalé. Oui. D'accord? Donc c'est une problématique de couple, qu'il soit monovalent ou plurivalent. On va les traiter et on va donner des antibiotiques spécifiques pour traiter le chlamydia
Et en général, même quand nous traitons le chlamydia, on ajoute aussi un autre antibiotique pour couvrir le gonocoque, même si on n'a pas trouvé le gonocoque sur le prélèvement. Il faut savoir ça. Et ces antibiotiques doivent être manipulés par des gens qui savent les manipuler. Ils ne doivent pas être manipulés par n'importe qui au quartier. C'est des antibiotiques qui doivent tenir compte du terrain. Par exemple, l'antibiotique préférentiel qu'on appelle la doxycycline, qu'on prescrit pendant 7 jours à tout le monde. On va le prescrire à des gens, et puis au bout de 4e jour, comme ça va mieux et qu'ils n'ont plus mal, ils vont oublier les 3 derniers jours, alors que c'est les 3 derniers jours qui sont les 3 derniers jours de l'éradication. Donc globalement, le traitement dure combien de temps? Traitement de 7 jours pour la doxycycline. La doxycycline, on ne la donne pas, par exemple, à la femme enceinte. Oui. Donc, il y a d'autres traitements également qu'on appelle l'azithromycine, mais l'azithromycine peut poser problème résistance. En tout cas, c'est une affaire de spécialistes, de techniques, pour pouvoir nettoyer la bactérie et ensuite contrôler qu'on a été efficace. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a traité pour les formes classiques, donc d'atteinte muqueuse, donc on va donc traiter 7 jours. Pour les formes compliquées comme les salpingites, on va donc traiter 21 jours, par exemple. Vous comprenez? Donc ça dépend de la situation du patient et du type d'antibiotique qu'on utilise. Certainement, c'est l'absence de ce traitement en couple qui justifie la résurgence de la chlamydia. Ça facilite beaucoup l'entretien des clones récidivants de réinfection. Et quand en plus le couple est un couple qui n'est pas étanche, vous imaginez un peu. Et donc du coup, le chlamydia se balade partout, tout le temps. Et à ce moment, quelles deviennent les complications? Alors, les complications peuvent être sérieuses. La complication majeure d'entre elles est celle dont je vous ai parlé, qui concerne beaucoup de femmes, notamment la stérilité. Donc, la première cause de stérilité, de cause infectieuse chez la femme jeune. Il y a aussi des grossesses extra-utérines qui peuvent être mortelles, ça c'est important. Donc, on peut aussi avoir des manifestations qu'on appelle des manifestations périhépatitiques, donc avec de l'inflammation du péritoine, qui est enfin l'enveloppe qui est dans l'abdomen qui va jusqu'au foie. On peut aussi avoir des passages dans le sang du chlamydia, avec des bactéries à chlamydia. Et on peut aussi avoir ce qu'on appelle des manifestations extragénitales, avoir donc des arthrites réactionnelles, c'est-à-dire l'atteinte des articulations. Et chez l'homme, je vous ai dit, donc on peut toucher le haut appareil urinaire, l'épididyme et la prostate, qui sont aussi des endroits qui peuvent interférer avec la fertilité, parce qu'on va entraîner l'inflammation des canaux spermatiques, et donc le sperme émis ne va pas passer. Et donc la problématique de l'infertilité du couple, le chlamydia est au centre de la problématique de l'infertilité du couple, et dans le cadre de l'infertilité du couple, il faut bien le rechercher, et le chercher efficacement. D'accord. Et quels sont donc les moyens de prévention de la chlamydia? Moi, je pense que je ne vais pas faire très original. Oui. Prévenir le chlamydia, c'est aussi prévenir les autres infections transmissibles. C'est vraiment avoir, alors on va me prendre pour un arriéré, pour quelqu'un qui ne connaît pas la réalité. C'est vraiment avoir une fidélité d'un couple séronégatif, mutuellement testé, et qui se connaît et qui se respecte. Pour la plupart de nos concitoyens qui ne peuvent pas se contenter d'un ou d'une partenaire, l'utilisation formelle et impérative du préservatif est opposable. Mais un préservatif bien utilisé, parce que certains utilisent le préservatif, il y a un mésusage du préservatif qui va faire en sorte que le préservatif ne va pas complètement couvrir à la verge, et puis donc la partie en amont sera exposée à la muqueuse, donc les gens sont quand même contaminés. D'autres personnes vont également ne pas laisser la petite pochette au bout du préservatif pour pouvoir recueillir le sperme après éjaculation, et donc ce sperme va refluer, donc va aller dans la cavité vaginale. Donc c'est un préservatif systématiquement utilisé et bien utilisé pour pouvoir éviter le contact avec la chlamydia et toutes les autres infections. Bien sûr, et limiter aussi les facteurs de risque. Bien sûr. Alors, on va devoir sortir de cette émission, Dr Chamgwe. Alors, que retenir du chlamydia? Chlamydia, c'est endémique. Chlamydia, c'est un problème de santé publique majeur. Chlamydia, c'est source de stérilité. Chlamydia, ça se traite bien si on diagnostique bien, et ça ne se fait pas au quartier. Chlamydia,
doit être prévenu dans le cadre de la sexualité du couple et être traité avec donc l'ensemble des partenaires qui sont impliqués. Et on doit vérifier qu'on est guéri. Donc ça, c'est très important. Et ce sont les... Et pour la femme enceinte? Et pour la femme enceinte, systématiquement, et c'est très important, au moment de la première consultation prénatale, avoir son dépistage du chlamydia et pouvoir donc prendre en charge ça à temps et rapidement pour éviter qu'à l'accouchement, cette bactérie infecte l'enfant et entraîne des soucis supplémentaires pour la santé du bébé qui vient de naître. D'accord, merci docteur Serge Tchamboué, infectiologue de la Polyclinique Le Bordeaux-Adola, d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé ce soir. Merci madame pour votre invitation. Alors mesdames et messieurs, c'est ici donc que nous mettons un terme à ce numéro d'Actu Santé sur Equinox Télévision. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve mercredi prochain et portez-vous bien.